Merci de nous rejoindre pour Diagonale sur BNews. Nous abordons des sujets politiques importants pour le Bénin avec la participation ce matin de l'un des membres de l'opposition, Abdelkamel Ouassangari, député à l'Assemblée nationale et membre du Parti Les Démocrates. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous parlerons de l'entrée de l'opposition au Parlement qui a marqué un tournant important dans la politique béninoise depuis 2019. Nous allons également aborder la loi sur l'amnistie qui préconise l'abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels. Nous finirons enfin par l'assurance du gouvernement sur le troisième mandat. J'anime cette émission avec Paul Danobé. Paul, bonjour. Bonjour, Jean-Claude Mitokwe, Abdelkamel Ouassangari, bonjour. Bonjour, M. Danobé. Contrairement aux élections à polémique de 2019, dont l'issue a donné lieu à des députés qui ont été traités de députés godillots et de bien d'autres qualificatifs dépréciatifs, 2023 a connu l'entrée au Parlement de l'opposition avec le parti Les Démocrates. Vous avez certainement déjà participé à des échanges, à des discussions au Parlement. Dites-nous ce qui a changé dans le débat parlementaire. Je veux remercier les téléspectateurs qui nous suivent. Et en ce mois béni de Ramadan, souhaiter la paix, la santé à tout un chacun d'entre nous. Sur ce, je vais répondre à la question. Comme l'a dit le président du groupe parlementaire, l'honorable Achadé, le 12 février, lors de la déclaration de constitution du groupe parlementaire, le début disait enfin. Voilà, enfin. C'est pas trop tôt. Depuis de voir aujourd'hui une autre son de cloche à l'Assemblée nationale. Ça a changé. Aujourd'hui, la population est informée de plus en plus de ce qui se passe au niveau de notre Parlement. Et c'est déjà important. En vous envoyant à l'Assemblée nationale, le peuple béninois vous a certainement mandaté d'une mission qu'il attend que vous remplissiez. Comment attendez-vous contenter les Béninois au terme de la mandature? Dans la Constitution, on sait que le député béninois légifère et contrôle l'action gouvernementale. C'est vrai qu'il vote aussi le budget général de l'État. Le peuple béninois au monde s'entend aujourd'hui à ce que les lois qui seront votées ne soient pas des lois chrysogènes, que ce soit des lois qui vont dans l'intérêt des populations. Et en plus de ça, le peuple aussi attend beaucoup plus, selon ma compréhension, au contrôle de l'action gouvernementale qui a manqué pendant 4 ans. Et qu'est-ce que vous comptez y apporter? On va faire le job. Vous n'avez que 28 sièges, je vous le rappelle. Quel va être le poids des 28 députés du Parti Les Démocrates dans le débat parlementaire? Il faut avoir la chance d'aller à l'Assemblée pour comprendre que même un seul député compte 108. Même si c'était un seul député de l'opposition qui était élu, c'était important. Parce que l'Assemblée ne serait plus une tombe ou un couvent où on ne serait plus, aucune personne ne sait ce qui se passe, où notamment les lois seront votées. Au moins, la seule personne, même si c'était un seul député qui est élu, il peut dire à la population, voilà ce qu'on nous propose, voilà ce qui a été fait. C'est important. Alors, Paul Danobé parlait tout à l'heure de l'impact de l'entrée de l'opposition au Parlement. On a vu que ces derniers jours déjà, vous avez introduit beaucoup de questions orales au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pour vous la manière la plus simple aujourd'hui d'affirmer que vous êtes présent au sein de l'opposition, au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement, si vous voulez? Introduire les questions orales, mais les questions d'actualité, fait partie des rôles d'un député. Donc, c'est vrai, après notre installation, il y a eu le vote au niveau de la commission, mais on est en congé parlementaire. Comme on a été élu pendant 3 ans pour servir la nation, le contrôle de l'action parlementaire faisant partie des rôles que nous devons jouer, bon, on s'applique. Surtout que ça manquait à la population. Et il y a assez de sujets sur lesquels la population veut voir clair. Donc, on fait notre job. Voilà. Mais est-ce qu'on a plutôt l'impression que certaines personnes ne veulent pas entendre ce que dit le gouvernement? Parce que pour la plupart, ou sur la plupart des questions quand même, il y a une grande communication qui est faite au niveau du gouvernement où on explique quand même assez les choses. Est-ce que les députés de l'opposition aujourd'hui, du parti les Démocrates, se disent qu'il y a encore des zones d'ombre? Il y a tellement de zones d'ombre. Et on attend le gouvernement, on espère
qu'ils auront le courage de venir à l'Assemblée vraiment mieux éclairé avec les documents. Vous savez, le député a la chance, on a cette chance de demander des preuves, des documents ici, qu'on ne peut pas voir au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça veut dire, si le gouvernement estime qu'il a assez d'explications à donner, on les attend au Parlement, ils vont s'expliquer, les députés seront aussi, les députés diront aussi sont satisfaits, et la population pourra suivre. Vous parlez de documents auxquels le député peut avoir accès. On a suivi, par exemple, il y a eu cette question orale du député Léon Basile à Rossi sur les émoluments de vos collègues. Alors, finalement, ça s'est terminé comment? C'est vrai que vous êtes au sein du parti et que vous devez avoir les informations. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette question qui avait été adressée par le député à Rossi? Le député, celui que j'aime appeler mon cher papa, Léon Basile à Rossi, n'avait pas fait une question orale. Là, écrit au président de l'Assemblée pour demander qu'on mette à sa disposition une résolution. Absolument. À la réponse du président de l'Assemblée était allé dans un sens contraire, parce qu'on n'a pas voulu, soit disant que le député Léon Basile aussi ne faisait pas partie de la 8e législature, il n'est pas habilité à voir. Comme si l'administration aujourd'hui n'est plus une continuité. Comme si l'Assemblée doit être un couvent. Mais il y a des étapes à suivre. Le député a encaissé, il est en train de préparer la suite. Donc ça serait le moment venu, la population. Très bien. Avant de laisser à nouveau Paul Danobé intervenir, je vais vous expliquer pourquoi je souris. Je vais vous relancer sur les propos de Paul Rompé, voilà, qui a parlé de l'opposition cette semaine. Il estime aujourd'hui que le FCBE sont plus le parti, les FCBE, donc le parti FCBE est plus représentatif aujourd'hui que le parti Les Démocrates au sein de l'opposition. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Je me rends compte, avec tout le respect que je dois au tout-puissant secrétaire du culte national du parti SOBE, qu'il est en train de dormir. Il faut qu'il se réveille. Il dort encore. C'est-à-dire? Il est en train de rêver. Ah bon? Oui, il rêve. Vous le pensez? Les yeux ouverts, il rêve les yeux ouverts. Quels sont les éléments qui fondent votre analyse, qui fondent... Comme j'aime le dire, comme je l'ai dit à Koukozo, je suis une statistique de formation. On a vu le vote du 8 janvier. On a vu l'engouement de la population dans les partis politiques. Au moins en ce qui concerne les partis politiques de l'opposition. Et pour une fois qu'on peut dire que l'élection a été inclusive, légèrement inclusive. Pourquoi vous dites légèrement? Parce que il y a eu l'étape à la même, pas avant ça. Mais jamais inclus du fait qu'il n'y avait pas de représentants au niveau des organes, des instances qui ont organisé les élections. C'est pour dire légèrement inclusif. On a vu la décision du peuple. Le peuple a choisi qui peut vraiment le représenter. Et nous sommes au Parlement avec 28. C'est pour ça que je dis qu'il est en train de rêver. Il faut qu'il se réveille. Jarod Bitokpe l'évoquait, vous avez introduit une proposition de loi portant sur l'amnistie qui vise d'ailleurs la décrispation du climat politique dans le pays, la libération des détenus, ceux que vous appelez détenus politiques, le retour de ceux qui sont partis du pays pour s'exiler dans d'autres pays. Quel est le fondement de cette loi? La paix. Tout simplement la paix. On veut améliorer le vivre ensemble que le Bénin avait connu avant 2016. Parce qu'après 2016, il a eu assez de problèmes. Qui aujourd'hui, il est difficile pour les Béninois de rester ensemble, de parler. Les gens ont peur aujourd'hui même de s'appeler en appel direct. Parce qu'on estime qu'on est tous sur l'écoute. Or, on était habitués à blaguer. Après, imaginez tout petit peu. Quand les élections étaient, comme je l'ai dit, légèrement inclusives, qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien. Ça a été festif. Donc, le président de la République, le président Talon, comme on l'appelle le père de la nation, a commencé quelque chose. À la veille des élections, après des rencontres avec le président d'honneur du parti, le président Bonouaï, il y a eu des libérations. Et la suite, c'est qu'on est allé à une élection où tout le monde
a été satisfait, d'une manière ou d'une autre, même en griffe, tout le monde a été satisfait. Les élections sont dans le calme, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2019, en 2020, 2021. Mais tout le monde a les résultats, tout le monde a accepté. Même si on a des reproches, tous les partis, tous les camps ont accepté et tout se passe normalement. On s'est dit, on veut aider le président de la République. On veut l'aider en s'aidant pour que le Bénin soit quand même bien à un niveau où tout un chacun dans le monde soit libre de causer son prochain comme un frère et qu'ensemble on puisse impulser le développement du pays. Est-ce qu'au nom de la quête de la paix, de la décrispation, du climat social, nous allons remettre en cause la loi fondamentale du Bénin qui voudrait qu'on punisse ceux qui sont reconnus coupables pour des faits criminels? C'est souvent la réponse que nos frères, ceux de la majorité, ont l'habitude de dire. Mais on est tous au Bénin. Le président de la République lui-même a été un exilé. Il a quitté le pays, il avait des mandats contre lui. Mais il a fallu que le président Yaïbouni, en son temps, pardonne. Parce que le président Yaïbouni avait estimé qu'il faut que tous les fils du Bénin soient ensemble pour pouvoir construire le pays. Le président Yaïbouni a pardonné. À ce moment, le président lui quittait. Est-ce que se reprochait les choses? Pourquoi n'avait-il pas fait le retour pour affronter la justice de son pays? S'il estimait qu'il se reprochait rien. C'est dans la quête de la paix, du vivre ensemble que le président Yaïbouni pour le moment a sûrement pardonné. Il est venu, ce qui a permis, comme on le dit, un exilé de rentrer pour devenir président de la République. On ne demande pas ce que ceux qui sont à l'extérieur actuellement, on demande d'amnistier ou bien d'abandonner les charges, de revenir pour devenir président de la République. Encore que le président de la République finit son mandat en 2026 et tous les fils du Bénin qui ont rempli ces conditions peuvent postuler. Et c'est seul le peuple qui peut désirer qui il veut. Ça peut être un âme. Si le peuple estime que c'est l'âme qui doit le diriger, on fait cette comparaison. N'est pas raison, mais c'est vrai que nous n'allons pas prendre un âme pour nous diriger. Vous dites que c'est au nom de la paix que cette proposition de loi a été faite, a été élaborée. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'actuel gouvernement n'a pas fait assez de preuves, n'a pas donné assez de preuves, assez de gages de paix, parce qu'il y a eu quand même 2019, il y a eu ensuite 2021. De 2019 à 2021, est-ce que le gouvernement n'a pas posé assez d'actes pour aller vers cette paix-là? Parce que je rappelle qu'il y a déjà une première loi d'amnistie qui était passée sous la 8e législature. Oui. Il y a eu un débat de 2016. Après 2016, les problèmes ont commencé. Les gens ont quitté le pays. Seulement qu'on s'est rendu compte que c'est ceux qui sont contre le pouvoir qui se retrouvent dehors. Parce que pour les mêmes sujets, où certains sont poursuivis, sont obligés de quitter le pays, d'autres sont dans le même dossier et sont payés parce qu'ils soutiennent le pouvoir. Dans ces conditions, on dit même si les faits qu'on leur reproche sont peut-être avérés, si on doit condamner, on condamne tout le monde. Mais c'est parce que aussi, on remarque que c'est parce que ces personnes ne soutiennent pas le pouvoir en place, qui sont obligés soit de se retrouver en prison, soit de se retrouver en exil. Donc, on ne dit pas de tout effacer. On dit de tout effacer, mais que les gens, qu'on permette aux gens que des garanties soient données, quand même pour les gens reviennent, pour qu'ensemble on voit. Ce qui est fautif, s'il a les preuves, on va trouver la solution. Je me souviens qu'il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, au moment où le président Ouattara était Premier ministre au fait, il y avait des cas où on peut trouver une formule pour permettre, même s'il est vraiment établi que quelqu'un a eu à détourner les deniers publics, qu'on trouve la formule pour la mener à régler en fait de permettre un règlement quand même, pour qu'on puisse travailler ensemble. Je le dis, si le président de la République aussi s'est retrouvé dans telle situation, et qu'il a eu un acte de pouvoir pour qu'il puisse revenir, pourquoi ça ne peut pas être? Est-ce que vos mandants, est-ce que les populations arrivent à faire la même lecture que vous aujourd'hui? Parce que je rappelle simplement qu'il y a à peine quelques semaines, le gouvernement a démarré une traque contre les cybercriminels également. Il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de procès déjà, des gens qui ont arnaqué pour 5 millions, 10 millions, même 100 millions, au-delà même de 100 millions, se retrouvent aujourd'hui en prison à prendre 5 ans de prison, voire 10 ans.
Des acteurs politiques se retrouvent également dans la même posture. On leur reproche des faits de détournement, de corruption également. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire absoudre les acteurs politiques, mais toujours continuer à poursuivre les simples citoyens? Est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui ne se mettent pas dans une posture où on essaie d'arranger les règles et les lois pour continuer à vivre impunément et à détourner l'argent du pays? Non. Les gens se sont retrouvés en prison même pour 1000 francs, pour une baguette de pain. Ce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que il faut que les gens se sentent vraiment en sécurité. Parce que les acteurs politiques d'autres, en ce qui concerne le cas de Bénin, dans la plupart des cas, c'est les dossiers où ceux qui sont pas, ne sont pas les seuls acteurs. Mais ceux qui sont concernés dans les mêmes dossiers sont dans le pays, soutiennent le pouvoir et ne sont pas inquiétés. Vous avez des noms? Il y a le rapport d'audit en ce qui concerne le dossier au niveau des véhicules d'occasion qui ont vraiment agité où le président, lorsque le ministre Jonathan était parti en tant que ministre de l'économie maritime, lorsqu'il a quitté, celui qui est devenu président. Non, excusez-moi, je le contraire. C'était celui qui était président. Oui. Qu'en 2012, il y a eu à relever. Et Jonathan a pris, il n'est pas inquiété. Et les audits ont commencé. De qu'est-ce que vous parlez exactement? Puisque nous ne maîtrisons pas forcément tout le monde. Vous parlez de ce qui s'est passé en 2012, 2011, il y a bientôt 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. C'était le ministre d'État Pascal Koupaki. D'accord. Qui était parti. On s'est rendu compte que les audits, en ce qui concerne ce dossier, ont démarré en 2012. Alors que la gestion des véhicules n'est pas démarrée en 2012. On s'est rendu compte que tous les audits qui ont eu lieu ont démarré après le départ de soutien du chef d'État, après de 2012, voire même 2016, après 2016. Un peu avant 2016. Or, si on veut vraiment être juste, soit on commence par le 2006. Pour que tous ceux qui ont pris par là puissent voir clair. Parce que tout le monde se défend. Les gens se reprochent, disent qu'ils se reprochent rien. Mais si on prend une partie, on me dit une partie, on laisse une partie, on se pose des questions. Vous avez l'impression que la lutte contre la corruption est altérée? Oui, c'est orienté. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de cette lutte contre la corruption? Est-ce qu'on doit la poursuivre? On doit la poursuivre et la renforcer. En effaçant d'abord tout ce qui est reproché aux acteurs politiques. Comme je dis, il faut qu'on trouve le mécanisme. Donc, si c'est des détournements de données publiques, qu'on trouve le mécanisme pour que les gens puissent revenir ensemble. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, quand le président Atchadé lisait la déclaration du groupe parlementaire, là, de manière, il faut qu'on essaie de mettre en place un comité par réconciliation. Donc, la mise en place, au gouvernement adhérer à cela, on peut trouver la formule. Parce que si les gens sont convaincus qui peuvent rentrer et se retrouver devant une justice juste, je pense qu'il n'allait pas avoir de problème. Oui, mais aujourd'hui, les gens ont peur parce que le Conseil supérieur de la magistrature, qui pouvait quand même faire un travail beaucoup plus juste, est gagné aujourd'hui par des politiques. Ce sont les ministres du gouvernement qui sont là en nombre massif, les gens proches du pouvoir. Donc c'est plus le Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui n'est plus libre. Les magistrats ont peur de ce conseil. Nous sommes sûrs que le magistrat peut faire son travail tranquillement, sans pression. Qu'est-ce qui va empêcher de venir affronter la justice? Abdel Kamel Ouassangari, vous faites partie du groupe parlementaire du Parti des démocrates qui a fait cette proposition de loi sur l'amnistie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques dispositions de la dite loi? La proposition de loi spéciale sur l'amnistie et l'abandon des poursuites judiciaires contre certaines personnalités qui sont en exil est structurée en 9 articles, même 2 titres. Le premier titre s'occupe de ceux qui sont en prison, en l'occurrence, le qui a Madougou, madame la ministre qui a Madougou, et le professeur Joël Aïva, et assez bon nombre de jeunes dont le nom est difficile à cerner, qui se retrouvent dans nos prisons, des étudiants.
On a l'impression, je ne vous interromps pas, hein, on a l'impression que le débat est circonscrit seulement sur ces deux figures. Non. Si on lit la proposition de loi, tous sont tous concernés. Mais ce sont les deux figures qu'on voit qui sont au devant de la scène. Parce que tous les dossiers sont liés pratiquement à leur personne. Donc c'est pour ça que leurs noms sont au devant. Et aussi, quand, bon, je dis, Madame la ministre qui a Madougou, je vais y voir plusieurs jeunes qui sont venus dans nos prisons. On voudrait qu'il y ait une loi d'amnistie pour leur permettre tous, des jeunes qui pendant 2 ans, des étudiants par exemple, qui sont en prison, qui n'ont jamais été présentés à un juge, sauf tous les 6 mois ou quoi, pour leur notifier la reconduction de Est-ce que, vous me permettez, c'est vrai que nous parle du contenu de la loi, ben finissez oui. Alors. Et maintenant, le second titre, qui parle maintenant de ceux qui sont en exil. Donc, les deux titres, en une seule page. Vous parliez de ceux qui sont en prison, les jeunes et tout. Est-ce que vous reconnaissez effectivement ces personnes-là? Est-ce que c'est les membres du Parti des démocrates? Est-ce que c'est vos militants? Est-ce que vous les reconnaissez? Tous ne sont pas nos militants, mais c'est la population. Mais qui sont arrêtés en 2020 lors des élections communales et en 2021 lors des élections présidentielles. Les Béninois qui n'étaient pas d'accord avec le phénomène, qui disaient c'est 5 ans, qui ont été arrêtés. D'accord, 5 ans, c'est 5 ans. Alors, il y a un problème fondamental que les populations veulent comprendre également, que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent un peu partout, même à l'extérieur, veulent comprendre. Il y a eu beaucoup de déclarations. Quand on prend l'épisode ou le feuilleton Rekia Madougou, il y a eu beaucoup de déclarations, notamment les déclarations du chef de l'État à l'occasion de 2 différentes interviews, où il a expliqué un peu comment l'ancienne ministre garde des Sceaux Rekia Madougou est venue au Bénin avec des valises d'argent, comment est-ce qu'elle a mis en œuvre beaucoup d'actions pour empêcher que l'élection ait lieu. Tout cela a été dit par le chef de l'État. Aujourd'hui, quand vous faites cette proposition de loi, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que les populations doivent comprendre? Est-ce que, selon vous, Rekia Madougou est en prison injustement? Je dis en face du monde, Rekia Madougou est en prison injustement. Elle est en prison parce qu'elle a osé. Elle a osé défier le chef d'État. Parce que le gouvernement avait su que Rekia Madougou allait les battre en plate couture. On dit que le président de la République dit qu'elle est venue avec des sacs d'argent. Mais personne n'a cette preuve. Donc, on a suivi au tribunal. Il n'avait pas de preuve. La preuve, le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires, dans sa résolution 51-2022 du 7 novembre 2022, a été clair de libérer purement simplement Rekia Madougou et de la dédommager. Si une instance si supérieure, où le ministère, où le gouvernement avait des représentants et allait plancher dans une institution supra, vous savez que on doit se poser la question. Ici, dans ce pays, il avait une amende, est-ce que je vais dire amende? Il avait une décision de la Cour, je crois que c'est qui avait demandé de payer 129 milliards. On a vu, on dit voilà, il y a une décision supra, il faut l'appliquer, Aujourd'hui, pourquoi l'ONU, qui est la plus grande des instances, après enquête, après le coup de toutes les parties, de faire tirer une conclusion, nous, on fait foi. Parce qu'eux sont indépendants. C'est pas le tribunal, on n'est pas au Bénin où on peut dire que les juges avaient peur. J'ai envie de prendre votre avis sur une question. Je me rappelle que à la veille de la tenue, où je crois, c'était un peu après le premier tour de la présidentielle, le président Patrice Talon, alors candidat, dans un face-à-face avec Lionel Sissou, avait dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin est devenu un État voyou? Le président dit, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. On a plusieurs décisions qu'on n'a pas respectées. À part cette résolution de... Il faut préciser que cette résolution n'est pas une décision de justice. Oui, j'en viens. On a eu des décisions en ce qui concerne Sébastien Adjavon, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a amené le gouvernement à se retirer. Et ce n'est pas ça seul. Il y a plusieurs décisions dans ce sens, mais que le gouvernement n'a pas respecté. C'est le gouvernement qui tire la conclusion. Très bien. Quand on regarde un peu dans la suite de votre démarche aujourd'hui, quand on prend cette proposition de loi,
on a entendu dire que vous étiez dans les discussions avec les députés de la mouvance présidentielle pour les amener à adhérer évidemment à l'initiative et soutenir cette proposition de loi quand elle sera au Parlement. À quelle étape êtes-vous aujourd'hui? Pendant la campagne électorale, les députés du Parti des démocrates, les candidats du Parti des démocrates ont fait la promesse aux populations arrivées. Il y aura des discussions pour qu'il y aura d'amnistie ensemble avec tous les élus pour trouver pour pouvoir libérer ceux qui sont en prison. Les députés de la mouvance du bloc au pouvoir ont fait la même chose pendant la campagne. Même si on dit que pendant la campagne, tout ce qui se dit n'est pas forcément les promesses électorales ne sont pas obligés d'être respectés. Ça a été dit. On s'est dit qu'il peut y avoir une ouverture. Et nous, on sait que on a toujours milité pour le dialogue et le consensus. Le consensus qui est à valeur constitutionnelle dans notre pays. Donc on s'est dit, bon, comme tout le monde pendant la campagne parlait de loi d'amnistie, aidons-nous en faisant la proposition. De toute façon, ce qu'on amène à l'Assemblée ne sort pas en l'état de l'Assemblée. Si ça vient au niveau de la table en plénière, il y aura des discussions. Il peut y avoir des améliorations, des modifications sur le document. C'est pour ça si on va en plénière, les députés majoritaires du bloc au pouvoir peuvent faire des apports, peuvent améliorer le document qu'on a amené, et en fonction de ça, on va voter. L'essentiel, quand on trouve un terrain d'entente pour pouvoir sortir. Vous avez suivi la réaction du porte-parole du gouvernement sur la question. Il a dit notamment, je cite, si la loi arrive sur la table du chef de l'État, il va apprécier, fin de citation. Il a d'ailleurs recommandé aux députés du Parti Les Démocrates d'engager des pourparlers avec leurs collègues de la mouvance. Est-ce que vous avez déjà engagé des discussions avec ces derniers à l'effet de ce que la loi sur l'amnistie connaisse un aboutissement favorable? Merci. Vous avez parlé du porte-parole du gouvernement. Il n'est pas député. Et l'Assemblée, on est 109, on est des frères. On peut être de la mouvance, on se parle. Engager des discussions se fait de plusieurs manières. On est des frères. Je prends par exemple chez moi dans la 14e circonscription électorale. Il y a 5 députés qui sont élus, 3 du Parti des démocrates, 1 de l'UP, 1 de BR. C'est des parents. Dans les discussions, on peut amener à faire des... Nous avons dit que les discussions se mènent. Les discussions se mènent. Et si je me rappelle bien, le 20 août 2015, à l'Assemblée nationale, le président Yahya avait demandé de lever l'immunité parlementaire du vice-président de Barthélémy Kassa. Il a mis la pression. Il y a vu tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Il y a eu la pression du chef de l'État en ce moment pour qu'il lève vraiment l'immunité. Mais au Parlement, 45 députés sur 83 ont décidé autrement. Et les 45 députés, il y avait les députés de la mouvance présidentielle et les députés de l'opposition de la minorité. Donc, elle vous dit qu'à l'interne, dans les travaux, les gens peuvent voir autrement. Oui, mais aujourd'hui, quand on voit le rapport de force au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition majorité parlementaire, même s'il y a des députés aujourd'hui qui ne sont plus totalement d'accord avec ce qui se dit au sein de la mouvance présidentielle, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance si vous voulez effectivement que ce débat se tranche à l'Assemblée? Non, ce n'est pas un combat perdu d'avance. J'y crois que ça va passer. Je crois fortement. Parce que tout le monde veut la calmer. Le président de la République a dit en 2021, au début en 2020, qu'il veut sortir par la grande porte. Il veut être pour être un triomphe. Je crois que peut-être avec la libération de certaines personnes sans la loi d'amnistie, peut-être qu'il y a vers cette porte pour pouvoir sortir, pour pouvoir être porté en triomphe à la fin. Peut-être qu'on veut l'aider à vraiment sortir en triomphe. Alors, si on regarde un peu les choses, si cette proposition de loi ne passe pas, quelle sera la suite du combat pour le Parti des démocrates de voir aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, l'ancien ministre Rekiat Madougou est quand même l'ancienne candidate également du Parti des démocrates. Et puis bon, comment est-ce que le parti va gérer tout ça après? Si éventuellement la proposition de loi ne passe pas, quelle sera la suite du combat? On va se réunir au niveau d'abord du groupe parlementaire, après au niveau de la coordination nationale du parti, puis décider de la suite. Mais on pense que on va tout maintenir le contact avec les collègues
pour que tout puisse trouver cela. Encore que je suis convaincu que ça va passer. Alors, vous dites que ça va passer alors qu'au sein de l'opposition, et ça nous renvoie encore un peu plus haut, au sein de l'opposition, il y a encore, le secrétaire exécutif national de FCBE qui a estimé qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas en train d'adopter la bonne démarche pour la libération de Rekiat Madougou. Il y a également d'autres partis de l'opposition, MPL notamment. Il y a des partis qui ne sont pas forcément, qui n'approuvent pas forcément votre démarche dans ce feuilleton. Lorsqu'on voulait aller aux élections en janvier 2023, cette même partie avait dit qu'on n'adoptait pas la bonne démarche. Mais nous, au Parlement, avec 28 députés. Donc tout ne se dit pas à voix haute. Il y a des actions qui se mènent dans la coulisses. Est-ce que vous ne serez pas, aujourd'hui, votre combat ne sera pas plus renforcé si cette partie de l'opposition était avec vous? Et on profite d'ailleurs pour savoir comment ça se passe au sein de l'opposition. Est-ce que les ponts sont définitivement coupés avec les FCBE? Est-ce que les démocrates vont évoluer seuls dans l'opposition? Puisque aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, ce sera le président Éric Rondeté. Est-ce que les autres partis de l'opposition aujourd'hui ne comptent pas pour vous? Même les partis de la mouvance comptent pour nous. Même les partis de la mouvance contre nous. Un parti politique, c'est pour gérer le plan. Est-ce que vous ne parlez pas de ces partis de la mouvance parce que c'est des partis qui ont des représentants qui sont au Parlement avec vous? Il y a des partis de la mouvance qui ont des représentants. Il y a des partis, tout Béninois en politique, il faut chercher à l'addition que l'association. Ce qui vient aujourd'hui sur la table, il y a assez d'adhésion. Tous les jours, ça vient. Ça veut dire que nous, notre porte est ouverte. On veut travailler avec tous les Béninois pour construire le pays. Vous l'avez dit un peu plus haut, pour vous, Paul Roumpin, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, est en pleine léthargie, il est en train de dormir. Ça m'amène à vous demander quelle est la nature de la relation que les démocrates ont aujourd'hui avec les autres formations qui se réclament de l'opposition. Je veux parler du MPL, FCBE et encore restaurer l'espoir de candidat Zanaï, par exemple. Après, on a été installé le 12 février. Après le 12 février, on a eu une série de formations des députés pour que les gens puissent comprendre. D'abord, il y a des gens qui n'étaient pas dans la structure organisationnelle du parti pour qu'ils comprennent, maîtrisent mieux les textes du parti. Après aussi, pour les gens comprennent qu'est-ce qu'ils vont faire beaucoup plus à l'Assemblée. C'est vrai, on veut être député, mais il y a du boulot. Et le mois de mars, il y a eu les rencontres, les formations continuent. Le niveau du parti, je ne saurais dire les rencontres, s'il y a eu des autres rencontres au niveau à la grande naissance décisionnelle avec les autres partis, il n'y en a pratiquement pas eu. Mais d'abord, il y a des discussions. MPL, à défaut d'être par MPL démocrate, on est des frères, on discute. FCBE, même si personnellement, je prends mon cas, je discute avec Paul Roumpin, ils ont des éléments avec qui on discute. Mais rien n'est officiel. Rien n'est officiel. D'abord, avant que quelque chose ne devienne officiel, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées en coulisses avant qu'on devienne en haut. Mais peut-être dans les jours, les mois qui viennent, il y aura beaucoup de surprises. Est-ce que dans la perspective des élections générales, par exemple, c'est vrai, vous ne trahissez aucun secret ici, est-ce que dans la perspective de ces élections, par exemple, on peut espérer avoir un grand rassemblement de toute l'opposition béninoise, même MPL, FCBE et tous les autres partis politiques? Dans la perspective des élections générales 2006, on espère, on travaille pour ça, qu'il y ait un grand rassemblement. Pas que de l'opposition béninoise, mais de la population béninoise. Parce que vous avez rappelé que vous êtes statisticien. Si éventuellement les démocrates, sans de nouvelles adhésions, les démocrates vont aux élections en 2026, quand je prends par exemple le cas de la présidentielle, les résultats ne changeront pas pour vous. Non, la présidentielle, c'est contrairement aux élections législatives et comme là, qui sont des élections de proximité, on vote pour une seule personne. Donc, ce qui s'est vérifié. Vous pensez que le résultat peut être différent? Ça peut être différent. Ça peut être différent. Et ça sera différent. Encore que en 2026, tout est à plat. Le président de la République ne peut plus se représenter. Tous les candidats sont des nouveaux candidats. Donc le jeu est ouvert.
Absolument. Vous parlez de 2026 et il m'a plu de faire sortir ce débat actuellement en cours sur le 3e mandat. C'est vrai que, après avoir suscité le débat, je veux parler de Jacques Mingan qui, dans une interview, dans un média ici, a souhaité que le président Patrice Talon poursuive encore au-delà de 2026. Le porte-parole du gouvernement est venu lever l'équivoque. Il a rassuré les Béninois que le président Patrice Talon n'était pas intéressé par un 3e mandat. Quelle a été votre position ou comment avez-vous perçu ces propos de Jacques Mingan au sein du Parti Les Démocrates? Non, pour Jacques Mingan, on sait que depuis la création de BR, il court toujours, il est à la recherche d'une nomination. Donc chaque fois, il fait des sorties, il fait des déclarations, pensant pour qu'on le voit, pour qu'on le remarque. Mais peut-être qu'il va demander pardon au président de la République de lui trouver au moins un petit poste. Là, il pourra se calmer. En ce qui concerne le porte-parole du gouvernement, on dit que le président n'est pas intéressé. Moi, j'y crois pas. Moi, je ne fais pas confiance. Parce que dans ce pays, devant tout le peuple béninois, le président va dire qu'il fera de son mandat unique. Mais son mandat unique est devenu 2e mandat. Donc, c'est que je suis de Saint-Thomas, j'aimerais voir. Mais il n'y aura pas de 3e mandat au Bénin. Les discussions sont déjà en cours, les regards sont désormais figés sur 2026. Il y a des noms qui sont déjà, agités au sein de l'opinion publique. On parle d'Olivier Bokor, on parle de Johannes Dayon, on parle de Joseph Diogbenou, on parle même du ministre Romuald Douada, quand bien même certains pensent que c'est un pétard mouillé. Dites-nous, du côté du Parti Les Démocrates, comment entrevoyez-vous l'après-Talon? Non, plutôt non. Vous avez, c'est quand vous avez cité, tu n'avez plus de nom, vous avez oublié peut-être Balabassi, qui dit que c'est lui qui va remplacer le président Talon. Ça, c'était à une autre époque. Non, c'est pas une autre époque. Non, peut-être qu'aujourd'hui, il a pris du recul pour pouvoir revenir en face en 2006. Lui qui n'a même pas été élu député lors des dernières législatives. Tu peux faire des initiatives de président de la République. Tu peux faire des initiatives de président de la République. Peut-être que si le président de la République était candidat aux élections législatives en 2015, peut-être qu'il pourrait ne pas venir. Parce qu'il faut un grand ensemble pour que parmi ceux qui sont les candidats, que la population, le peuple, tout, que tu es mieux, que tout c'est fini. Surtout qu'au Bénin, on vote beaucoup plus pour les présidents par défaut. On ne veut pas tel, on soutient bon. C'est mieux qu'après, peut-être on peut regretter. Mais je dis, on est du Parti des démocrates, comme ça s'est fait en 2021. Il y a, dans le test, il y a la procédure de désignation des candidats. À quelques mois avant les élections, il y a un comité ad hoc de désignation des candidats, des potentiels, ceux qui vont postuler, on va écouter, et au niveau de la coordination nationale, le candidat se choisit. Est-ce que cette proposition de loi aussi, est-ce que cette proposition de loi, c'est dans la perspective de 2026 pour que Rekiat Madougou soit au dehors pour pouvoir être candidate? Oui, il faut qu'elle soit au dehors. Pour être candidate. Qu'elle soit au dehors. C'est difficile de se retrouver en prison, de ne pas voir ses enfants. La liberté, c'est important. Pour nous, la priorité à l'heure où on parle, c'est qu'elle soit dehors. Dans nos textes, il n'y a pas de super militant. Après, le président Eric est le président du parti. Le comité ad hoc va parler après qu'il y a Madougou, qui n'est dans aucune instance. Pour vous dire que même. Selon les informations qu'on a eues, c'est parce que le président Éric Monete n'aurait pas assez de moyens à l'époque, qu'il n'avait pas mis assez de sous sur la table, qu'il n'avait pas été désigné candidat du Parti Les Démocrates. Et c'est pour cela qu'on a pris Rekiat Madougou. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le colistier de Rekiat Madougou, Patrick Djilor, a complètement disparu des écrans radars, on ne le voit plus du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préparez d'autres candidats? Est-ce que Éric Monete sera candidat en 2026? Tout le monde peut être candidat en 2026. Tout le monde peut être candidat à la candidature en 2026. C'est le parti qui va décider qui va porter le parti pour les élections. Abdel Kamel Ouassangare, que répondez-vous à cette frange des Béninois qui pensent que la proposition de loi sur l'amnistie est motivée par la libération de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo, à l'effet de ce qu'en 2026, ces deux constituent les candidats du parti? Le professeur Joël Aïvo, que je le souhaite bien, n'est pas membre du Parti des démocrates. Mais pourrait faire son adhésion à n'importe quel moment. Oui, comme tout chacun. Il n'est pas membre du Parti des démocrates. Nous, on demande au gouvernement
de faire preuve de social pour libérer ces personnes de la prison. On veut d'abord qu'ils se retrouvent dehors. C'est pas facile d'être en prison. Moi, je suis allé voir la présidente qui a Madeleine en prison. Je suis allé la voir. Il a coulé les larmes. Pourquoi? Ça fait plus mal que tu aies l'impression que tu saches que tu es innocente et que tu te retrouves en prison. Ça fait plus mal. Surtout qu'il y a la décision du groupe de travail qui a écouté toutes les parties qui demandent la libération. On aurait pu trouver une autre formule. Il a eu forcing en 2021, le président de la République est élu. Qu'est-ce qui l'empêche de libérer les gens? Même son ami, le président rwandais Paul Kagame, a libéré son principal opposant, qui était condamné à 25 ans. Pour question de social, c'est difficile. Vous voulez parler de Paul Rusesabagina, c'est par rapport au génocide au Rwanda. Ce n'est pas forcément par rapport à tout ce qu'il y a dans le paysage politique rwandais. Si c'est par rapport au génocide, c'est beaucoup plus grave. Si c'est par rapport au génocide, il était emprisonné. Mais ça n'a rien à voir avec le climat politique actuel au Rwanda. Non, on sait que c'était l'homme le plus riche du pays qui a financé le président Paul Kagame. On sait qu'il a assez de partisans derrière lui. C'est toujours pour calmer. Certains Béninois pensent que les actions de développement que le président Patrice Talon a menées depuis 2016 jusqu'à ce jour sont tellement salvatrices qu'elles méritent d'être poursuivies. Est-ce que du côté du Parti des démocrates, vous pensez qu'il faut mettre un terme à tout ça et qu'à partir de 2026, j'allais dire, qu'une nouvelle dynamique soit insufflée à la tête du pays? Comme l'a dit le professeur Olo dans une de ses interventions, l'homme est élu pour 2 mandats. Bon, 5 ans renouvelables une seule fois. Si les gens pensaient de la même manière, est-ce que les gens sauront que quelqu'un comme le président Patrice pourrait venir? Donc, il n'est pas le plus intelligent des Béninois. Il n'est pas le plus intelligent des Béninois. Et la question du développement sont discutables. Moi, je fais parler de la 14e circonscription électorale. Ce que je vois du développement, ce n'est pas la même chose que ce qui est à Cotonou va voir. Depuis 7 ans que le président est arrivé, en première campagne, il avait promis faire la voie des décapés, qui est le coin de vue. Juste maintenant, c'est la terre rouge. Les situations des populations se sont empirées. Le soja, le cadio, que les gens faisaient, qui essayaient de les aider à bouger les 2 bouts, le gouvernement est venu encore empirer la situation, créer des monopoles pour ses amis. Donc aujourd'hui, la misère s'est aggravée, accentuée dans des localités. Sinon, on a fait une campagne sans débloquer un franc. Les populations en avaient marre, malgré que les partis au pouvoir ont sorti la grande artillerie. Mais ça vous dit qu'il faut comprendre qu'il y a un problème. Sinon, si on sait bel et bien que si son travail, la population va adhérer. Personne n'est contre le développement. Personne n'est contre le développement. La position va à l'Assemblée. Si les projets et propositions de loi viennent, qui vont à l'encontre du bien-être des populations, à l'unanimité, on va voter. Mais si c'est contre le bien-être des populations, on va rejeter. On va donner les raisons pour lesquelles on rejette. Il faut faire un tour. Si quelqu'un ne dépasse pas Calavi, ou peut-être Abomey, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. En 2016, le président de la République était arrivé, on dit à Cotonou que le délestage s'est arrêté. Mais à Kero, à Kwande, à Pénko, à Bankwara, on faisait en même temps, en ce moment, 3-4 jours sans le courant. C'est-à-dire, on essaie, là où les gens sont plus aptes à dénoncer, il y a son président, on a des réseaux pour dénoncer, on essaie de sécuriser, de régler les problèmes et on fait croire comme tout va bien. Ça ne va pas. Pourtant, face aux investisseurs français, le président Patrice Talon s'est d'ailleurs réjoui de la disponibilité de l'énergie électrique au Bénin, au point où il a indiqué que le Bénin pourrait même vendre de l'énergie électrique à la Chine, par exemple. Oui, malheureusement, c'est une coupure du courant qui a tué au moins 4 personnes au CNHU il y a quelques mois. C'est une coupure du courant qui a tué 4 personnes. Où des agents du CNHU ont été condamnés, alors que le gros responsable, c'est les responsables, le directeur et le gouvernement. Parce qu'on ne pouvait pas avoir une structure comme le CNHU qui n'aurait pas de groupe électrogène automatique pour apprendre. Il y a des boucs émissaires, on prend pour pouvoir faire taire les sujets. Et ces derniers jours, nous vivons tous
le délaissage a repris. Le délaissage a repris. Alors qu'on dit chaque jour qu'il y a réforme, qu'il y a amélioration, qu'il y a de nouvelles centrales, au moins de faire. Mais à l'heure je parle, juste hier, il y a déjà 2 jours où Kérou n'avait pas la lumière. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le 12 avril prochain, ce sera la rentrée. Le 13, pardon, ce sera la rentrée parlementaire. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Parce que, comme nous voyons, il y a plusieurs questions. Hein. Il y a les propositions de loi. Parce qu'actuellement, sur la table, au niveau du Parti des démocrates, le groupe parlementaire des démocrates n'a pas eu, à part la proposition de loi sur la médecine, il n'y a plus une autre proposition qu'on a déposée. Vous avec d'autres propositions qui attendaient l'administration étant une continuité. Mais là, aussi les questions d'actualité, sur le drame de Dassa, les questions d'actualité sur le drame de Dassa, où on arrête le PDG du groupe Baobab et certains agents, que je ne dis pas, qui sont clean. Je ne dis pas qu'ils sont clean, ils ont leurs responsabilités. Mais on a envie de dire à la population que la base des sapeurs-pompiers qui est à 500 mètres de lieu de l'accident n'avait pas de citerne. On ne le dit pas. Des fois, tous ceux qui sont venus pratiquement au CNHU sont tous décédés. On ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé au CNHU. Donc là, on veut comprendre. Je suis très content que vous puissiez évoquer le sujet sous cet angle parce que aujourd'hui, c'est vrai, le constat a été fait que la base des sapeurs-pompiers qui était à Dassa est sous-équipée, n'avait pas les moyens adéquats pour pouvoir porter la riposte au moment indiqué. Mais en même temps, cette base n'a pas été créée il y a 7 ans. Cette base existe depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça nous fait pratiquement plus de 60 ans d'indépendance. Beaucoup de présidents sont passés. Vous êtes un soutien de l'ancien président Boni Yayi. Oui. Est-ce que vous l'avez interrogé sur ce qu'il a fait pendant son mandat? Avant 2016? Bien sûr. Avant pour les sapeurs-pompiers, par exemple. Comment, selon vous, on laisse les clivages politiques, comment est-ce qu'on peut imaginer que dans notre pays, il y ait des casernes de sapeurs-pompiers qui ne disposent pas de véhicules et des présidents se succèdent dans ce pays? En 2016, quand le nouveau gouvernement, le gouvernement de la République prenait les rênes du pouvoir, la base de sapeurs-pompiers était bien équipée. Avec des véhicules? Avec des véhicules. Mais à l'arrivée, ce gouvernement a préféré créer de nouvelles bases, peut-être proches des usines de glinage. Avez-vous des informations précises? Si vous avez des informations, partagez-les avec nous. Non, on est en train de les collecter pour en parler à l'Assemblée. Parce que on a estimé qu'il fallait rapprocher ces bases-là des usines d'égrenage, c'est bien ce que vous dites? Peut-être parce que la base de Sawalo était mieux équipée que Dassa. Quel intérêt le gouvernement a rapproché ces bases-là des usines d'égrenage? Là, surtout les usines, en cas d'incendie, c'est comme brûler une station d'essence. Ça fera beaucoup plus de dégâts. Très bien. Nous sommes donc à la fin de cette émission. On va prendre votre mot de la fin. Déjà? Oui. Je tiens à remercier quand même le peuple béninois qui, aujourd'hui, nous a permis, nous, les 28 députés du Parti des démocrates, d'être présents à l'Assemblée. On sait qu'on devait être plus que 28. Mais l'alchimie, l'Harmattan a permis à la Sénat de nous donner 28, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. C'était votre choix. L'Harmattan. Pourquoi vous mettez ça sur le coup de l'Harmattan? Mais on se dit, comme je l'ai dit dans le départ, un seul député de l'opposition pouvait faire le job. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée n'est plus une tombe, n'est plus un couvent. Et ensemble, je me dis, il faut que les gens comprennent que notre parti, c'est le Bénin. Nous sommes tous frères et sœurs du même pays. Nous devons travailler tous les mains dans la main. Les politiques viendront partir, mais il faut qu'on se dise qu'on a un idéal, le développement du pays. Et c'est pour ça que j'invite les députés de la majorité parlementaire à nous accompagner pour la libération de nos frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile à leur niveau. Je sais que ce n'est pas facile. Mais qu'ils parlent à leur conscience. Et se mettent à la place. Avant de prendre parfois certaines décisions, il faut te mettre à la place de l'autre. Pour voir. Si c'était moi, ça je leur demande. Surtout en ce mois béni du mois de Ramadan, qu'ils voient pour qu'ensemble on puisse être considérés comme pour faire la promotion du consensus qui est à valeur constitutionnelle, pour qu'ensemble on puisse aider le chef de l'État
a sorti en triomphe en 2026 et qu'en 2026, que le nouveau président soit élu et désigné par la population. Très bien. Merci. Je rappelle que vous êtes Abdel Kamel Ouassangari, député du Parti Les Démocrates. Vous étiez sur ce plateau pour parler surtout de l'entrée de l'opposition au Parlement, du retour de l'opposition au Parlement. Nous avons parlé également de votre proposition de loi d'amnistie pour les personnes en exil et en prison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Paul Dalongue, merci. Merci. Merci, chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt. Merci.